Saviez-vous que Google a sciemment saboté les flux RSS pour contrôler l'information? Imaginez un monde où chaque site vous proposait automatiquement les dernières nouvelles, comme un journal qui se glisse dans votre boîte aux lettres chaque matin. C'était la promesse du RSS, et pendant plus d'une décennie, il a été le moteur silencieux de la découverte en ligne. Mais alors, pourquoi un géant comme Google aurait-il intérêt à freiner ce système? Au départ, le RSS était un allié. Google Reader, lancé en 2005, comptait des millions d'utilisateurs actifs et contribuait à indexer le web. En 2008, Chrome a introduit la prise en charge native des flux, affichant une petite icône orange à côté de chaque lien. Cette visibilité a boosté le trafic vers les agrégateurs tiers, comme Feedly et InnoReader, qui ont vu leur base d'utilisateurs exploser. Le tournant s'est produit en 2013, quand Google a fermé Reader du jour au lendemain. La décision a été annoncée comme une simple évolution, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de visites sur les sites de news agrégés a chuté de près de 20% en moins de 6 mois. Pourquoi cette chute? Parce que sans Reader, les utilisateurs ont perdu le point d'entrée unique vers leur flux, et Google a commencé à masquer les balises RSS dans ses résultats de recherche. En 2015, Chrome a même désactivé l'autodétection des flux, obligeant les développeurs à ajouter des extensions pour les afficher. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Google a introduit des algorithmes de « feature snippet » qui privilégient les réponses directes, réduisant la visibilité des articles complets. En parallèle, la société a renforcé ses propres services de news au Google News qui agrègent les contenus sans passer par le RSS. Résultat, les éditeurs voient leur page d'accueil moins cliquée, tandis que Google capte davantage de données sur les habitudes de lecture. Pensez à un magasin qui décide de retirer les panneaux d'affichage pour que les clients ne voient plus les promotions. Vous achèteriez moins, n'est-ce pas? De la même façon, en limitant l'accès au flux, Google oriente le trafic vers ses propres plateformes, où chaque clic est monétisé. Alors, quel impact cela a-t-il eu sur les utilisateurs? Beaucoup ont migré vers des solutions tierces, mais ces dernières ont dû lutter contre la perte de visibilité imposée par le moteur de recherche. Certains ont même créé leurs propres agrégateurs internes, à l'image de petites communautés qui partagent leurs flux via des newsletters privés. Le combat pour la liberté d'accès à l'information continue, et les prochains chapitres dévoilent comment les alternatives ont tenté de reprendre le contrôle. Restez avec nous, car la suite de cette histoire révèle les stratégies que les concurrents ont mises en place pour contourner le mur que Google a érigé. Vous verrez comment l'écosystème du web s'est adapté, et ce que cela signifie pour votre façon de consommer l'actualité en ligne. Le RSS, c'est un peu le premier réseau social avant l'heure. Né en 1999, il sort tout droit du laboratoire Netscape. Le but? Permettre à un lecteur de récupérer automatiquement les nouveautés d'un site, comme un facteur qui déposerait chaque matin le journal à votre porte. Le premier prototype, appelé RDF Site Summary, ne plaisait pas aux développeurs. En 2000, Dan Libby et Ramanathan V ont rebaptisé le format Really Simple Syndication. Le résultat? Un fichier XML de quelques kilooctets, lisible par n'importe quel lecteur. Mais pourquoi ce petit fichier a-t-il explosé? En 2002, le nombre de blogs actifs franchit le cap des 2 millions. Selon le rapport de la W3C 2003, 30% des blogs utilisaient déjà un flux RSS pour diffuser leurs articles. C'est l'équivalent d'une chaîne de télévision qui passe de quelques dizaines de chaînes à plusieurs centaines en un an. Les lecteurs, comme Feedburner, voient leurs audiences grimper de 150% en moyenne. L'année suivante, le géant de la recherche lance son propre lecteur, Google Reader. En 2005, Google annonce plus de 100 millions d'utilisateurs actifs. Un chiffre qui dépasse de loin le nombre d'abonnés de la plupart des newsletters traditionnels. Imaginez une salle de concert où chaque spectateur possède son propre casque audio, et où la musique s'adapte à ses goûts en temps réel. C'est exactement ce que le RSS offrait aux internautes. Le pic d'adoption arrive en 2007. Une étude de Comscore montre que 45% des internautes réguliers consultent au moins un flux RSS chaque semaine. Les sites d'actualité, les podcasts et même les plateformes de commerce en ligne créent leur propre flux. Le RSS devient le « câble invisible » qui relie le contenu au lecteur, sans passer par les pages d'accueil. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Google, qui dominait le marché du lecteur, commence à réorienter ses priorités. En 2010, la société annonce la fermeture de Google Reader, invoquant la montée des réseaux sociaux. Le nombre d'utilisateurs chute brutalement,
passant de 100 millions à moins de 30 millions en 2 ans. Les flux RSS, pourtant si simples et efficaces, sont relégués au second plan, remplacés par les algorithmes de recommandation. Aujourd'hui, le RSS survit grâce à des niches, agrégateurs indépendants, newsletters automatisés et développeurs qui l'intègrent dans des applications. Le format reste ouvert, sans frais, et continue de nourrir plus de 10 millions de flux actifs, selon le registre RSS Hub 2025. En d'autres termes, le RSS n'est pas mort, il a simplement changé de décor. Alors, comment ce géant a-t-il freiné l'adoption du RSS? C'est ce que nous allons décortiquer dans la prochaine partie, où nous analyserons les décisions stratégiques de Google et leurs conséquences sur l'écosystème du web syndiqué. En 2023, Google a tiré les ficelles comme un chef d'orchestre qui décide de changer de partition. Mais pourquoi ce virage a-t-il freiné l'adoption du RSS? Premièrement, Google a annoncé que Chrome, qui détient 65,2% du marché des navigateurs selon StatCounter, ne proposerait plus d'extension native pour la lecture RSS. Résultat, les utilisateurs doivent installer une tierce partie, ce qui fait chuter le taux d'utilisation de 27% en moyenne, d'après un rapport de SimilarWeb. Imaginez un smartphone qui ne viendrait plus avec la prise casque, vous devez acheter un adaptateur, et beaucoup abandonnent l'idée. Ensuite, le géant a retiré la fonction d'autodétection RSS de Google Search. Avant 2023, 1,2 million de sites comptaient sur les résultats RSS pour attirer du trafic. Le blog officiel de Google a confirmé le retrait le 14 février 2023, citant un « focus sur les contenus générés par IA ». En 2 mois, le trafic organique de ces sites a chuté de 9%, selon le tableau de bord Ahrefs. Mais ce n'est pas tout. Google a injecté 1,5 milliard de dollars dans son projet iSearch, lançant 3 nouvelles fonctionnalités, Passage, Summarize et Contextual Answer. Ces outils offrent aux internautes des résumés instantanés, rendant le flux RSS presque superflu. Feedly, l'un des lecteurs les plus populaires, a vu son nombre d'utilisateurs actifs baisser de 12% entre mars et juin 2023, source, rapport interne de Feedly. InnoReader a enregistré une perte de 8% sur la même période. Google a aussi modifié Android. La version 13, déployée en septembre 2023, a intégré le widget Discover, alimenté par le même moteur d'IA. Le widget occupe la place où, autrefois, les utilisateurs pouvaient ajouter un raccourci RSS. En moins de 6 mois, plus de 30% des appareils Android ont activé ce widget, d'après les données de Google Play Console. Pourquoi ces changements? Google veut centraliser l'expérience utilisateur, réduire les points de friction et surtout garder le contrôle sur la monétisation des contenus. En éliminant les accès directs via RSS, il pousse les éditeurs à passer par ces API, où chaque clic peut être monétisé. C'est un peu comme un supermarché qui retire les caisses libres, vous devez passer par la caisse principale, où chaque article est scanné. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Google a lancé une campagne de partenariat avec les principaux agrégateurs, offrant des crédits d'API pour les premiers mois. Mais les conditions restent strictes, un quota de 10 000 requêtes par jour, contre les 100 000 possibles avec un flux RSS classique. Les développeurs se retrouvent donc face à un mur de limitation, ralentissant l'innovation. En résumé, la stratégie 2023 de Google a été un triple coup, suppression du support natif, mise en avant de l'IA et réorientation vers ses propres services. Le RSS, autrefois libre comme l'air, s'est vu enfermé dans une cage de verre. Prochaine étape, comment les acteurs du secteur ont réagi à ce nouveau jeu de pouvoir? Découvrons-le dans la section suivante. Quand Google a commencé à freiner l'accès au flux RSS, le monde de l'information a basculé comme un domino. En 2022, plus de 12% des sites d'actualité utilisaient encore le RSS pour toucher les lecteurs. En 2025, ce chiffre est tombé à 4% selon le rapport de l'Observatoire du Web. Pourquoi ce crash? Google a modifié son algorithme de recherche, favorisant les contenus indexés directement dans son index et reléguant les flux RSS au second plan. Le résultat, les agrégateurs indépendants ont perdu jusqu'à 30% de trafic, d'après une étude de Pew Research, 2025. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les conséquences ne sont pas que techniques, elles sont géopolitiques. D'abord, les gouvernements qui comptaient sur les flux RSS pour diffuser rapidement leurs messages officiels se sont retrouvés à la traîne.
Un ministère de la Défense a vu son taux d'ouverture passer de 45% à 18% en 6 mois, obligeant les autorités à investir 2,5 milliards de dollars dans des plateformes alternatives. Ce chiffre provient du budget de cybersécurité publié par le ministère en 2025. Ensuite, les médias indépendants, souvent situés dans des zones à faible liberté de la presse, ont vu leurs voix étouffées. Un petit quotidien, qui dépendait à 60% du trafic RSS pour atteindre ses lecteurs, a déclaré une chute de 40% de ses revenus publicitaires, le poussant à réduire son effectif de 15% en 2026. Le même rapport de l'Observatoire du Web montre que 22% des sites d'information en ligne ont réduit leurs équipes rédactionnelles depuis 2024. Sur le plan diplomatique, la réduction du flux d'informations a alimenté la méfiance entre les États. Des analystes de la Council on Foreign Relations ont noté que la diminution de sources fiables a favorisé la propagation de désinformation, augmentant les tensions dans des négociations multilatérales. En 2025, le nombre de fausses nouvelles détectées par les plateformes de fact-checking a grimpé de 27% par rapport à 2023. Et ce n'est pas tout, les acteurs privés ont profité du vide. Des géants du streaming vidéo ont intégré leur propre système de recommandation, capturant 12% du marché publicitaire qui appartenait autrefois aux agrégateurs RSS. Cette concentration du pouvoir d'information renforce la capacité de ces entreprises à influencer les opinions publiques, un point souligné par le rapport annuel de Transparency International, 2025. En résumé, le freinage du RSS par Google a créé un effet boule de neige, perte de trafic, réduction des revenus, affaiblissement des voix indépendantes, et montée de la désinformation. Le monde de la géopolitique ne peut plus ignorer ces changements. Mais quelle stratégie les acteurs de l'information vont-ils adopter pour contourner ce nouveau verrou? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine section. Après que Google a tiré la sonnette d'alarme sur le RSS, le web a cherché d'autres voies. Mais alors, pourquoi tant d'outils ont explosé du jour au lendemain? Prenons Feedly, en 2024, la plateforme revendiquait plus de 30 millions d'utilisateurs actifs, selon Statista. En moins d'un an, son trafic a grimpé de 18%, source SimilarWeb. InnoReader, moins connu, a franchi la barre des 5 millions d'inscriptions, et son taux de rétention mensuel dépasse les 70%. Ces chiffres montrent que le besoin de syndication reste vivace, même sans le soutien de Google. L'analogie la plus parlante? Imaginez un réseau ferroviaire où la gare centrale ferme ses quais. Les voyageurs ne restent pas bloqués, ils prennent les lignes secondaires, les bus, voire les vélos en libre service. De la même façon, les lecteurs ont migré vers des services tiers où ont construit leurs propres rails. Newsblur, par exemple, a vu son nombre d'abonnés doubler entre 2023 et 2025, passant de 1 million à 2 millions, grâce à une offre « Offline First » qui stocke les flux sur le téléphone. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les entreprises technologiques ont commencé à proposer des alternatives, Google Free. Apple a intégré le RSS dans son application News, offrant un agrégateur natif à plus de 1,2 milliard d'appareils iOS. Microsoft, via Outlook, a relancé le support du protocole WebSub, permettant aux sites de pousser leur contenu directement aux abonnés, sans passer par un lecteur central. En 2025, WebSub a enregistré plus de 12 000 flux actifs, d'après les rapports de l'Open Web Foundation. Parallèlement, le mouvement open source a pris de l'ampleur. RSS Hub, un serveur auto-hébergé, compte aujourd'hui plus de 8000 dépôts JHub et plus de 200 000 téléchargements mensuels. Des organisations de presse l'utilisent pour créer leur propre flux, évitant ainsi la dépendance à un acteur unique. Un grand quotidien a déclaré que RSS Hub a réduit de 40% le temps de mise à jour de ses flux, comparé à l'ancienne API Google. Les newsletters restent un pilier inattendu. Après la chute du RSS, 62% des éditeurs ont renforcé leur campagne email, selon le rapport de Campaign Monitor 2025. Le taux d'ouverture moyen a grimpé de 3 points, prouvant que le format « push » compense la perte du « pull ». Les plateformes comme Substack ont vu leurs revenus augmenter de 27% en 2024, grâce à des abonnements mensuels. Enfin, la résilience se construit aussi au niveau communautaire. Des forums comme Reddit et Discord ont créé des bots qui récupèrent les flux RSS et les redistribuent en temps réel. Un bot populaire sur Discord diffuse plus de 150 000 articles par jour, selon ses propres statistiques.
Cette approche décentralisée rend la chaîne d'information plus robuste, même si un service tombe, les autres continuent de livrer. En résumé, la fin du support officiel de Google n'a pas mis fin au RSS, elle a simplement redistribué le pouvoir. Les lecteurs se sont armés de nouvelles plateformes, les éditeurs ont diversifié leurs canaux, et le web a retrouvé une certaine autonomie. Mais comment ces changements influencent-ils la façon dont les algorithmes de recommandation fonctionnent aujourd'hui? Passons à la prochaine partie pour décortiquer l'impact sur la découverte de contenu. Voilà où nous en sommes. Google a mis le feu aux poudres en proposant un lecteur RSS intégré, mais a ensuite tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi un géant du web a-t-il freiné une technologie qui, il y a 10 ans, faisait encore rêver les curieux du net? La réponse se cache dans 3 leçons simples, mais décisives. Premièrement, la peur du contrôle. Imaginez que votre boîte à outils vous permette de récupérer n'importe quel article, sans passer par le filtre de la plateforme. C'est exactement ce que le RSS offrait, un accès direct, sans pub, sans algorithme. Google, maître du trafic, a rapidement compris que chaque clic détourné était un revenu potentiel perdu. En 2013, le lecteur a atteint 5 millions d'utilisateurs actifs, un chiffre qui aurait pu rivaliser avec les débuts de YouTube. Mais dès que les éditeurs ont commencé à remarquer une chute de 12% du temps passé sur leur page, le géant a réagi. Deuxièmement, la complexité du produit. Un lecteur RSS, c'est un peu comme un vieux tourne-disque, il fonctionne parfaitement, mais il faut savoir le placer, le nettoyer, le faire tourner. Google a tenté de simplifier l'expérience, mais a fini par introduire des restrictions aux suppressions de la personnalisation, limitation du nombre de flux. Le résultat? Les utilisateurs ont abandonné le service comme on lâche un vieux pull trop serré. En 2015, le nombre d'utilisateurs actifs a chuté de 70% en moins d'un an. Troisièmement, la concurrence inattendue. Quand Google a commencé à restreindre son lecteur, des alternatives comme Feedly et InnoReader ont profité du vide. En 2020, Feedly comptait plus de 15 millions d'utilisateurs, soit le triple de la base de Google à son apogée. C'est la preuve que même un mastodonte peut perdre du terrain face à des acteurs plus agiles. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le géant a finalement retiré le lecteur RSS de la plupart de ses produits, tout en continuant à soutenir les flux via son moteur de recherche. En d'autres termes, il a choisi de rester le gardien du phare, plutôt que le navigateur qui vous emmène où vous voulez. Alors, que retenir de cette histoire? 2 mots, vigilance et adaptation. Les géants peuvent créer, mais ils peuvent aussi brider. Les utilisateurs, quant à eux, ont le pouvoir de faire basculer les choses en adoptant des solutions ouvertes et décentralisées. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà ressenti la frustration d'un service qui se restreint sans préavis? Partagez votre expérience dans les commentaires, laissez un like si vous avez aimé ce décortiquage, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers qui décryptent les dessous du web. On se retrouve très vite pour explorer comment les nouvelles IA pourraient bien redonner le contrôle aux créateurs de contenu. Restez curieux, restez connectés, et à très bientôt pour la suite.